J'ai grandi à la périphérie d'une petite ville de l'Ohio, dans une maison à 2 étages usée par le temps qui sentait la lessive et le bacon frit le matin. Notre boîte aux lettres penchait légèrement d'un côté, comme si elle aussi avait renoncé à se tenir droite. À l'intérieur vivaient mes parents, mon frère jumeau Nathan et moi. Les gens disaient à ma mère que les jumeaux étaient une bénédiction. Elle souriait poliment et répondait, « Oui, c'est du boulot, mais au fond d'elle, elle et mon père avaient déjà décidé quelle main valait la peine d'être tenue. » Nathan était l'enfant chéri. C'était celui qui avait des A partout, celui que mon père appelait notre petit prodige. J'étais la fille qui aimait grimper aux arbres, faire rebondir un ballon de basket jusqu'au crépuscule et ramener des chatons errants à la maison. Mes bulletins scolaires étaient bons, mais jamais exceptionnels. Mes parents parlaient des rubans de Nathan à l'exposition scientifique comme s'il s'agissait de médailles olympiques. Mes trophées de soccer prenaient la poussière au fond de mon placard parce que maman ne voulait pas tout ce bazar sur la cheminée. À notre 14e anniversaire, la différence entre nous ressemblait à un canyon. Nathan avait une fête prévue dans le salon, des ballons, un gâteau de la meilleure boulangerie de la ville, tous les camarades de classe invités. Ma mère a passé des jours à l'organiser. Pour moi, elle a dit qu'elle ferait quelque chose de petit plus tard. Ce quelque chose s'est transformé en rien. Mes amis, sentant la gêne, sont venus me chercher et m'ont emmené manger une glace à la place. Je me souviens encore du goût de la menthe chocolatée ce soir-là, de la façon dont le crémeux froid a atténué la piqûre de l'oubli. Grand-maman Hélène était la seule personne qui semblait me voir. Elle venait de Columbus une fois par mois, toujours dans sa Buick bleue avec le désodorisant en forme de marguerite. Elle m'apportait du fudge au beurre de cacahuète emballé dans du papier ciré et glissait un billet de 5 $ dans ma paume, comme si nous étions des co-conspiratrices. Pour quelque chose de sucré, juste pour toi, chuchotait-elle. Ces visites étaient de l'oxygène. À la maison, les règles étaient inflexibles, pas d'amis à la maison, pas de téléphone après 8 heures, les devoirs avant le dîner. Nathan pouvait les contourner, veiller tard pour étudier, disparaître avec des amis, et mes parents fermaient les yeux. J'ai vite appris que je ne pouvais pas. Un après-midi de printemps en 2e année, j'ai téléchargé Snapchat sur mon téléphone Android bon marché, juste pour suivre mes amis. C'était comme une petite rébellion, comme graver mes initiales sous les gradins de l'école. Mes parents l'ont découvert en quelques heures. Nathan a dû leur dire, et l'explosion qui a suivi a été comme une tornade qui a ravagé notre cuisine. Le visage de mon père est devenu rouge violent lorsqu'il a jeté mon sac à dos contre le mur. Ma mère a arraché la porte des gonds de ma chambre et a déclaré, « Pas d'intimité tant que tu n'auras pas gagné notre confiance. » Debout là, privé même d'une porte, je me sentais comme une détenue. Nathan planait dans l'embrasure de la porte, un sourire narquois étirant le coin de sa bouche. Il avait appris à instrumentaliser la colère de mes parents. S'il volait 20 $ dans le portefeuille de papa, il leur disait que c'était moi. Si quelque chose disparaissait, il me pointait du doigt. Il le croyait automatiquement. À l'école, il a commencé à marmonner des choses sur moi à ses amis. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention au début, des commérages d'adolescents, mais j'ai ensuite remarqué la façon dont les yeux des gens changeaient quand ils me regardaient. Les conversations s'arrêtaient quand je m'approchais. Les invitations à sortir se sont évaporées. À l'automne, les rumeurs étaient plus audacieuses, que j'étais violente, que je frappais Nathan à la maison, que j'étais jalouse de lui. Il s'est même présenté à l'école un jour avec un œil au beurre noir. Je savais qu'il se l'était fait lui-même. Ses jointures étaient éraflées, son histoire ne tenait pas la route, mais pour tous les autres, c'était la preuve. Les professeurs ont commencé à me traiter comme une bombe à retardement. Un matin, ma meilleure amie ne voulait pas croiser mon regard dans le couloir. Quand je l'ai coincée après le cours de mathématiques, elle m'a dit ce que Nathan avait dit. Sa voix tremblait de pitié et de dégoût. Mon estomac s'est noué lorsqu'elle a décrit des mensonges que je n'aurais même jamais pensé à inventer. Ce soir-là, j'ai confronté Nathan dans la cuisine. La lumière au plafond bourdonnait légèrement, le plongeant dans une lumière crue. « Pourquoi tu fais ça ?» J'ai chuchoté. Il n'a pas répondu au début, se contentant de mélanger ses céréales. Puis il a levé les yeux et a dit, « Tu mérites de pourrir seul. » C'était comme recevoir un coup de poing dans la poitrine. J'ai pensé à aller voir mes parents, mais je connaissais déjà le scénario. Ils le croiraient, pas moi. Alors je suis restée silencieuse et j'ai essayé d'endurer. Chaque jour ressemblait à une épreuve de chuchotements et de regards obliques. Je me suis assise seule au déjeuner. J'ai arrêté d'essayer de faire du sport.
mon monde s'est réduit à ma chambre, sans porte, et aux quelques heures chez grand-maman Hélène quand elle pouvait m'emmener en cachette. Avec le recul, les signes étaient tous là, mais à 14 ans, on pense que chaque tempête finira par passer. On ne réalise pas encore que certaines tempêtes s'installent pour de bon. La première année de lycée avait le goût de l'eau chlorée et du chewing-gum à la cannelle, des entraînements de natation après l'école, des rires dans le vestiaire des filles, de l'emprunt de mascara avant le cours principal. La deuxième année avait le goût de pièces de monnaie, cette saveur métallique me montait à la bouche chaque fois que je surprenais quelqu'un en train de chuchoter, chaque fois que les yeux d'un professeur se posaient sur mes mains, comme si c'était des armes. J'ai compté au début, 2 enfants ont chuchoté devant le cours d'algèbre, 3 ont échangé des regards quand j'ai posé mon plateau de déjeuner, 5 puis 9 puis trop. Les chiffres ont grossi jusqu'à former un SM qui me piquait à chaque mouvement. La rumeur avait 1000 petites versions acérées, à la cafétéria, elle lui a jeté une brosse à cheveux, dans la salle de musique, elle a claqué son casier sur sa main, sur le parking, elle l'a poussé dans les escaliers, mais il l'a couverte, parce que vous savez, la famille. Nathan n'attisait pas les flammes en public. Il n'avait pas à le faire. Il flottait dans le couloir avec un petit sourire stoïque de martyr. Si quelqu'un demandait, il touchait la faucille violette qui fleurissait sous son œil et disait « ce n'est rien ». C'était l'accroche, ce n'est rien était toujours l'accroche. J'ai essayé d'être plus forte que l'histoire. Je suis arrivé tôt et je suis resté tard. Je me suis porté volontaire pour nettoyer le laboratoire scientifique. J'ai parlé doucement, même quand j'avais envie de crier. Je pensais que si je pouvais être inattaquable, le mensonge s'ennuierait et passerait à autre chose. L'entraîneur Reeves m'a prise à part après le cours d'éducation physique un jour. « Ça va, gamine » m'a-t-il dit, les poings sur les hanches, l'assure assombrissant le col de son polo. « Je vais bien » ai-je menti. Ses yeux ont papillonné vers le léger croissant de contusion sur mon tibia après avoir raté une marche dans les gradins. Il a tressailli comme s'il m'avait surpris en train de voler. « Si tu as besoin de parler à quelqu'un. »« De ta chute dans les gradins » ai-je demandé, la chaleur me montant au cou, « de quoi que ce soit » a-t-il dit. Puis il m'a laissé partir parce qu'il y avait 2 douzaines d'autres filles qui attendaient de courir leur mile pendant que la playlist de quelqu'un mâchait un tube du top 40. En octobre, les couloirs sentaient la laine mouillée et les copeaux de crayon. Ma meilleure amie du collège, Kayla, avait commencé à marcher un demi-pas devant moi, comme si la distance elle-même pouvait l'absoudre. Nous nous séparions comme les coins des photos se recourbent dans un sous-sol humide, lentement, inévitablement, impossible à arrêter une fois que cela commence. « Je ne veux pas être méchante » a-t-elle dit un matin près du présentoir à trophées, mais est-ce que tout ça est vrai? Elle ne pouvait pas me regarder. Le verre derrière elle reflétait une version déformée de nous, 2 filles, de même taille, même halo de frisottis grâce à l'humidité de l'Ohio, soudainement venues de différentes planètes. « Kayla » ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable, c'est mon frère jumeau. La pire chose que je lui ai jamais faite, c'est de manger sa dernière pop-tart. Elle a ri, un son saccadé, réfléchi et coupable. Puis elle a regardé la contusion sous l'œil de Nathan alors que lui et ses amis passaient devant nous comme un front météorologique. Je pouvais presque la voir basculer entre le moi qu'elle connaissait autrefois et l'histoire qu'on lui avait racontée. Il n'y avait pas de concurrence. Les histoires sont plus tapas à accent grave l'œil. Elles sont accompagnées d'accessoires. Ce soir-là, quand j'ai poussé notre porte d'entrée, l'odeur de non sauté m'a giflé au visage. Maman avait les nouvelles à bas volume et le brûleur allumé à fond. « Mais la table » a-t-elle dit sans dire bonjour. « Ton frère a besoin d'étudier. Ne le distrais pas. » J'ai mis des assiettes. J'ai plié des essuie tout en triangle parce que nous n'avions plus de serviettes en papier. La télévision ronronnait au sujet d'une tempête qui traversait le Midwest. Nathan est entré avec un manuel ouvert et une constellation fraîche de légères marques rouges sur son avant-bras, comme s'il s'était appuyé sur un rosier. Maman a émis un bruit qui n'était pas tout à fait un halètement, pas tout à fait un mot. Elle a tendu la main vers lui avec des mains humides. « Qu'est-ce qui s'est passé » a-t-elle exigé. Il a haussé les épaules. « Ce n'est rien. » Plus tard, allongé dans mon lit, sans porte, la pièce ouverte sur le couloir comme une vitrine, j'ai regardé le ventilateur de plafond jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal. La maison s'est installée et a craqué comme le font les vieilles maisons quand elles font semblant d'être des navires. Dans la bande de lumière de la veilleuse du couloir, des poussières montaient et descendaient comme des paillettes dans l'eau. Chaque fois que les planches du plancher gémissaient, je pensais que c'était Nathan qui venait se tenir dans l'embrasure de la porte et me regarder comme il l'avait fait à travers la table de la cuisine,
comme s'il avait été ordonné pour être mon juge et mon jury. 2 jours plus tard, la convocation est arrivée. Le principal Carter veut te voir, a dit mademoiselle Delgado en anglais, tenant un bulletin rose comme un minuscule drapeau de reddition. Ses sourcils étaient doux d'inquiétude. Il a demandé à voir Nathan aussi. La marche jusqu'au bureau a semblé faire 1 mile, même si elle faisait 90 pas. J'ai compté parce que cela aidait à fixer le monde à quelque chose de mesurable. La secrétaire, Madame Fenway, portait son blazer habituel avec l'épinglette émaillée en forme de pomme. « Entrez », a-t-elle dit, et dans la façon dont elle ne voulait pas croiser mon regard, j'ai su que l'histoire était également parvenue aux adultes. Le bureau du principal Carter avait cette odeur spécifique à l'école, du café froid, du toner, une vieille moquette, et une affiche d'un aigle à tête blanche dont les coins se recroquevillaient depuis l'administration Bush. Nathan était assis sur une chaise en cuir, les mains jointes, une photo tirée d'une brochure sur la jeunesse prometteuse. Maman et papa étaient sur le canapé. Maman serrait une liasse de mouchoirs. Papa ressemblait à une statue d'un homme trop en colère pour cligner des yeux. « Merci d'être venu », a déclaré le principal Carter, joignant ses doigts en flèche. Il avait la voix que les gens utilisent quand ils essaient de guider un cerf hors d'une épicerie. Nous avons reçu plusieurs signalements. Des mensonges. Ai-je lâché avant qu'il ait fini? Il a cligné des yeux, et j'ai entendu à quel point je sonnais désespéré. Prenons notre tour, a-t-il dit. Nathan, pourquoi ne commences-tu pas par nous dire ce qui se passe à la maison? Nathan a inspiré délicatement, comme un acteur prenant sa première inspiration sur scène. Ça a été difficile, a-t-il dit, et a baissé les yeux. Je pense qu'elle est frustrée. Elle? A aboyé papa. Tu veux dire ta sœur? La gorge de Nathan a oscillé. Ma sœur, a-t-il dit, elle est parfois frustrée par la façon dont nos parents. Il a laissé la phrase en suspens avec art, point et ensuite elle se défoule sur moi. Maman a émis un son comme de l'air s'échappant d'un ballon. Elle a tendu la main vers lui. Mon pauvre garçon, a dit papa. Montre-lui l'œil. Nathan a touché la contusion qui avait pâli en un jaune maladif, un artefact, un souvenir. Il a remonté sa manche et a présenté le bras aussi, avec les égratignures du rosier qui n'étaient en fait pas des égratignures de rosier. Même de l'autre côté du bureau, je pouvais voir la linéarité des marques, la façon dont elles suivaient l'angle particulier des ongles. On se plonge dans sa propre peau quand le miroir est son complice. Puis-je parler? Ai-je demandé, et ma voix est sortie petite. Dans un instant, a dit doucement le principal Carter. Nathan, quand est-ce que cela a commencé? Il y a quelque temps, a dit Nathan. Je ne voulais pas lui causer des ennuis. Quel bon frère, a chuchoté maman. Quelque chose en moi s'est cassé un peu. Ce n'était pas fort. Cela n'a pas brisé ma posture. C'était le son clair qu'une brindille fait quand on ne regarde pas où on met les pieds dans les bois. Il ment, ai-je dit. Il ment depuis des mois. Nathan ne ment pas, a dit papa comme si c'était un fait imprimé dans un manuel. Sa mâchoire s'est avancée. Il avait ce regard qu'il avait quand le chien de notre voisin aboyait trop longtemps, comme si le désagrément lui-même était une insulte personnelle. Laissez-la parler, a dit le principal Carter. Il a fait un geste vers moi avec une paume ouverte. Allez-y. Je leur ai tout raconté, le jour où maman a dégondé ma porte, le billet de $20 que je n'ai pas pris, la pop-tart, la façon dont les histoires de Nathan s'étaient déroulées à l'école et avaient pris leur propre essor, comment Kayla m'avait demandé si tout cela était vrai et m'avait regardé comme si j'étais une langue étrangère qu'elle parlait autrefois. Si vous voulez vraiment une preuve, ai-je dit, les mains tremblantes, regardez le schéma de ses contusions. Regardez ses jointures. Regardez le calendrier. Elles apparaissent après qu'il se soit enfermé dans sa chambre pendant 1 heure, et ensuite, boum, nouvelle contusion le lendemain à l'école. Il les fait. Il se blesse lui-même. Maman a halté comme si j'avais avoué un incendie criminel. Horrible, a-t-elle chuchoté, me fixant du regard comme si je venais de faire pousser des cornes. Assez, a dit papa et a giflé son genou comme si la cuisse était une cloche. Je ne vais pas rester ici et écouter ma fille inventer des histoires de mystère médical pour couvrir son comportement. Monsieur Carter, ai-je dit, en pivotant, si je pouvais juste obtenir l'adulte dans la pièce de mon côté, les dominos tomberaient dans l'autre sens. S'il vous plaît, je ne veux pas être dramatique, je juste. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas levé la main sur lui, pas une seule fois.
Le principal Carter a entrelacé et désentrelacé ses doigts. Dans la zone morte entre ces mots, l'horloge murale a fait tic-tac si fort qu'il a semblé qu'elle avait migré à l'intérieur de mon crâne. Nous ne prenons pas les allégations d'intimidation à la légère, a-t-il dit finalement. Nous ne prenons pas non plus les fausses accusations à la légère. Mais il y a eu plusieurs signalements. Des signalements de ce que les gens pensent avoir vu après qu'il leur ait montré une contusion, s'est-il offert, ai-je dit, et ma voix s'est brisée, il avait l'air triste d'une manière qui ne m'a pas aidé. Compte tenu du volume d'inquiétude, a-t-il dit, et jusqu'à ce que nous ayons des éclaircissements, nous allons prononcer une suspension de 10 jours. C'est provisoire. C'est censé être réparateur, pas punitif. Il a utilisé des mots comme une pièce capitonnée. 10 jours ? A répété maman, comme si dire le nombre le rendait plus réel, comme si c'était le nom d'un ange qui garderait notre maison en sécurité. J'ai senti la pièce basculer. Vous me suspendez pour quelque chose que je n'ai pas fait ? Nous devons penser à la sécurité de tous les élèves, a-t-il dit. Nous nous attendons à ce que vous reveniez après la suspension pour rencontrer mademoiselle Finch, notre conseillère, et moi-même. Papa s'est levé comme propulsé par un ressort. Enfin, a-t-il dit, explosant d'un soulagement vertueux qui a fait remonter la bile dans ma gorge, enfin quelqu'un prend ça au sérieux. Je prends ça au sérieux, ai-je dit, mais le moment pour cette phrase était passé. Elle est tombée comme une pièce de monnaie dans une fontaine, disparue, irrécupérable, insuffisante. Maman a serré la main de Nathan. Il avait l'air sain. Si quelqu'un était passé juste à ce moment-là et avait jeté un coup d'œil à travers la fenêtre du bureau, il aurait vu exactement ce que l'histoire voulait qu'il voie, un garçon courageux, sa tendre mère, un père ferme, une figure d'autorité réticente, et moi, la mâchoire serrée, les yeux brillants de larmes, s'insérant trop bien dans la silhouette du méchant. Ils m'ont fait rendre mon badge d'identification d'élève comme si c'était un passeport vers un pays dont j'avais abusé. Vous pourrez le récupérer à votre retour, a déclaré Madame Fenway à la réception, et elle m'a glissé une copie de la lettre de suspension avec un trombone de couleur rouille. Sur le parking, l'air avait cette morsure de l'Ohio en novembre, un froid propre qui donnait l'impression que le monde avait été poli. Notre voiture était garée de travers sur 2 places. Papa s'est toujours garé comme si les règles étaient pour les autres. Nous sommes tous montés. Personne n'a bouclé sa ceinture tout de suite. Le silence avait une masse. Tu as embarrassé cette famille, a déclaré papa en démarrant le moteur. Tu as embarrassé ton frère. Tu as embarrassé ta mère. Embarrassé, ai-je demandé. Le mot semblait mince, de mauvaise taille. Je marche seul dans ce couloir depuis des mois. Bien, a-t-il dit en faisant marche arrière, ça te donne le temps de réfléchir. Maman a reniflé. Elle a tamponné le coin de son œil, même si elle n'avait pas pleuré. Nous avons essayé de bien t'élever. Le trajet de retour a duré 15 minutes et a été long d'1 heure. Les champs ont défilé, parsemés de tiges de maïs qui ressemblaient à des rangées de crayons cassés. Le ciel avait ce couvercle de plomb qui vous donnait l'impression que vos pensées résonnaient. Nathan était assis derrière papa et regardait mon reflet dans le pare-brise, comme s'il me mesurait pour quelque chose. Nous nous sommes garés dans l'allée, notre boîte aux lettres penchée comme une sentinelle-ivre, et la porte du garage a gémi en s'ouvrant. Papa n'a même pas coupé le moteur avant de sortir de la voiture, se dirigeant vers la maison comme un nuage d'orage marchant sur des jambes. Je suis resté attaché. Maman a détaché sa ceinture de sécurité et s'est tournée pour me faire face. Tu vas t'excuser, a-t-elle dit. Tu vas le penser sincèrement. Auprès de qui, ma voix est sortie rauque. Auprès de la rumeur ? Auprès de ton frère, a-t-elle dit, auprès de nous, auprès de Monsieur Carter, auprès de qui il faut pour arranger ça. La maison semblait plus froide qu'à l'extérieur. Papa s'est dirigé directement vers ma chambre, et pendant une seconde étrange et légère, j'ai pensé qu'il allait remettre ma porte sur ses gonds, comme si leur passé lui avait remis les idées en place. Au lieu de cela, il est allé à mon placard et a tiré ma valise de l'étagère du haut si fort qu'il a plus de la vieille poussière et un chouchou oublié. Papa, ai-je dit, mais il était déjà en train de dézipper, déjà en train d'attraper la pile de jeans, les chemises que j'avais pliées 3 jours auparavant lorsque maman avait aboyé que je laissais mes tiroirs devenir négligés. Fais tes bagages, a-t-il dit. Il ne m'a pas regardé. Tu vas chez ta grand-mère pendant un certain temps. Un certain temps, ai-je répété. Il a enfoncé les chaussettes dans la valise comme s'il étouffait une bouche. Aussi longtemps qu'il faudra. Nathan s'est penché dans l'embrasure de la porte,
comme il l'avait fait la nuit où je l'avais confronté dans la cuisine, seulement maintenant il avait un public. Il a levé un sourcil comme un rideau. Elle va aimer ça, a-t-il dit. Elle peut avoir toute l'intimité qu'elle veut. Oh, attends. Il a souri en direction des cicatrices de charnière sur mon mur. On dirait qu'elle n'a pas l'habitude des portes. Dehors, lui a crié maman, ce qui était peut-être la chose la plus gentille qu'elle ait faite pour moi ce jour-là. Il s'est éloigné en se dandinant, non pas par obéissance, mais par ennui. Il avait d'autres scènes à jouer. S'il te plaît, ai-je dit parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. C'est un petit mot qui ressemble à un radeau. Il n'a jamais l'air digne. S'il te plaît, écoute-moi. Papa a cessé de faire ses bagages assez longtemps pour lever les yeux. Ses yeux étaient de la même nuance que les miens, noisettes boueuses, mais il n'y avait rien de moi en eux. Tu n'es pas la victime ici, a-t-il dit. C'est ton frère. Je pouvais sentir quelque chose à l'intérieur de moi essayer de se calcifier, d'essayer de construire du corail à partir de toute cette eau salée. J'ai pensé aux mains de grand-maman Hélène, à la façon dont ses jointures avaient poussé comme des nœuds sur un arbre, à la façon dont elle tapotait la ceinture de sécurité du siège passager chaque fois que je montais dans sa Buick. Pour quelque chose de doux, juste pour toi, disait-elle toujours quand elle me glissait un peu d'argent. Il m'est venu à l'esprit que la chose la plus douce au monde en ce moment pourrait être une chambre avec une porte. Papa a fermé la valise à glissière. Les dents se sont emboîtées comme une fermeture éclair sur une nouvelle peau que je n'avais pas demandé à porter. Il l'a posée dans le hall avec un bruit sourd qui a résonné dans mes côtes. « Appelle ta grand-mère » a-t-il dit à maman. « Dis-lui de venir la chercher. » Elle, pas moi. Pas sa fille. Elle. Maman a attrapé le téléphone, puis s'est arrêtée et m'a regardé. Pendant un instant, j'ai vu une fissure quelque part dans son dos, un aperçu du jour où elle nous avait habillés de salopettes assorties et avait pris une photo sur les marches du Porsche, un enfant sur chaque cuisse, chacun de nous avec une poignée de chériot. Puis la fissure s'est refermée. Elle a composé le numéro. Pendant que nous attendions, je me suis assise sur la dernière marche de l'escalier avec mes bras enroulés autour de mon ventre, comme si mon corps était soudainement un paquet qui devait être maintenu intact. L'horloge au-dessus de la cheminée a cliqué comme elle l'avait fait plus tôt, implacable et suffisante. Dehors, un corbeau a sauté le long de la clôture et a dit quelque chose de grossier à l'air froid. Quand la Buick de grand-maman Hélène s'est garée dans l'allée, je me suis levé si vite que mon genou a craqué. Elle est remontée l'allée avec son sac à main coincé sous son bras comme un bouclier. Elle n'était pas grande, mais elle avait la présence de quelque chose de plus grand, un chêne, peut-être, ou un souvenir d'un chêne. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé sans me regarder, les yeux fixés sur mon père. Des années de politesse de l'Ohio ont mis un vernis sur sa voix, mais en dessous, je pouvais entendre de l'acier. « Nous avons besoin d'une remise à zéro », a dit papa. Des conséquences. Elle peut rester avec toi pendant la suspension. Le regard de grand-maman a furtivement examiné mon visage, a vu l'éclat salin, la lèvre inférieure gercée que je triturais avec mes dents, puis de nouveau papa. Elle a pris une respiration si lente que cela ressemblait à une méditation. Non, a-t-elle dit doucement, puis plus fort, non. Ce dont vous avez besoin, c'est d'arrêter de faire du mal. La main de maman a flotté. Mère, ne. Tu vas me materner, a dit grand-maman, les yeux ne quittant jamais ceux de papa. Va chercher son manteau. Personne n'a bougé. La maison semblait écouter. Maintenant, a dit grand-maman, et j'ai regardé l'improbable se produire. Mon père est allé au placard et a décroché mon manteau. Il me l'a tendu comme si c'était une preuve qui pouvait le brûler. Merci, ai-je dit à grand-maman, et ma voix s'est brisée sur le deuxième mot. Elle s'est alors tournée vers moi, son visage s'adoucissant si vite que cela m'a donné le vertige. Viens, ma chérie, a-t-elle dit. Tu feras le trajet avec moi. J'ai passé mes bras dans les manches et j'ai senti le poids familier de l'hiver sur mes épaules. Papa a ouvert la bouche comme s'il allait ajouter des conditions, couvre-feu, attitude, ton, mais grand-maman a levé un doigt, et il l'a refermé, mordant Abel dans la règle qui voulait sortir. Nous sommes sortis dans le froid. L'air m'a mordu les joues, et pendant une seconde, la morsure a semblé meilleure que tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors que je franchissais le seuil, Nathan est apparu en haut des escaliers, comme un personnage sur un balcon à la fin de l'acte 1. Il m'a regardé de haut et a souri de toutes ses dents. Grand-maman n'a pas regardé en arrière. Elle a cliqué sur le porte-clés de la Buick, et la voiture a émis son petit gazouillis obéissant.
Ceinture de sécurité, a-t-elle dit en m'installant. Elle a tapoté la sangle, le rituel aussi stable que la respiration. J'ai bouclé, et la ceinture s'est encliquetée sur ma poitrine comme une promesse. Elle a fait le tour de la voiture et est montée de son côté. Pendant un moment, nous sommes restés assises là, les fenêtres semblant de notre souffle, la forme de la maison vacillant à travers la vitre. « Tu n'es pas seule » a-t-elle dit. J'ai essayé de répondre, mais les mots étaient trop grands. Ils se sont cognés dans ma gorge à la recherche de sortie. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête, et elle a hoché la tête en retour comme si j'avais dit la bonne chose, comme si j'avais parlé une langue qu'elle connaissait mieux que l'anglais. Elle a mis la Buick en marche arrière. Les pneus ont chuchoté sur l'allée. La boîte aux lettres penchée nous a regardé partir. Au coin de la rue, elle s'est arrêtée au panneau d'arrêt, même s'il n'y avait pas de circulation. La neige a saupoudré le bord du champ de maïs comme si quelqu'un avait tamisé du sucre en poudre sur le monde. « Nous allons nous arrêter pour faire des courses » a-t-elle dit. « Nous allons faire du chili. Nous allons appeler ta tante. Nous allons faire un plan. » D'accord, ai-je dit, et pendant un seul long clignement d'yeux, j'ai pu voir le plan, juste les contours, une chambre avec une porte, des nuits sans chuchotement, des matins qui ne commençaient pas par des accusations, une table où ma place n'était pas une erreur. Grand-maman a tourné sur County Road 18 alors que la maison disparaissait dans le rétroviseur. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro que je connaissais par cœur. Nathan, ne t'installe pas trop confortablement. J'ai regardé le message jusqu'à ce que les mots se dédoublent, puis j'ai rentré le téléphone face vers le bas dans ma poche. Ceinture de sécurité, a répété grand-maman, non pas parce que j'avais détaché ma ceinture, mais parce que c'était ainsi qu'elle bénissait les voyages. J'ai pressé ma paume sur le loquet en plastique froid comme un vœu. Nous avons roulé vers la ville, le ciel pressé bas, aplani par le vent. À la radio, une femme à la voix sensuelle chantait qu'elle partait et ne regardait jamais en arrière. J'ai regardé le champ défiler et j'ai pensé, que ce soit la dernière fois que je doive prouver que je ne suis pas un monstre. Que ce soit la dernière fois qu'une histoire me choisit sans mon consentement. Ce ne serait pas le cas, pas encore. La tempête n'en avait pas fini avec moi, mais dans l'habitacle chaud de la Buick, le Chili et les plans à l'horizon, les jointures de grand-maman à 10h et 2h, j'ai ressenti la première petite chaleur défiante de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, l'espoir, oui, mais aussi quelque chose de plus aiguisé, la détermination. L'appartement de grand-maman se trouvait au-dessus d'une quincaillerie sur Main Street, une tranche de briques au 2e étage avec des fenêtres donnant sur l'esplanade du palais de justice. Les escaliers qui montaient étaient étroits et sentaient le vieux pain et le léger fantôme de pop-corn provenant du cinéma 2 portes plus loin. À l'intérieur, l'endroit était assez petit pour que si vous vous teniez dans le couloir et que vous étiriez vos bras, le bout de vos doigts touchait presque les 2 murs, mais il y avait une porte à ma chambre, une vraie porte avec un bouton en laiton qui cliquait quand vous le tourniez, et c'était mieux que n'importe quelle superficie en pied carré. Nous nous sommes arrêtés pour faire des courses sur le chemin, comme elle l'avait promis. Chez Miller S, elle a dirigé le chariot avec son sac à main toujours coincé sous son bras, comme certaines personnes gardent une main sur un enfant en bas âge dans une foule. Elle a demandé ce que j'aimais dans mon chili, des haricots ou pas, de la dinde hachée ou du bœuf, et j'ai dit, n'importe quoi, parce que tout ce qui n'était pas le passé me convenait. Elle a acheté des craquelins aux huîtres et un sac de cheddar râpé et le genre bon marché de crème sur que j'aimais qui venait avec un couvercle à retirer. À la caisse, elle a ajouté un petit bouquet de marguerites ridicules du seau près de la porte et me l'a passé sans commentaire, comme si nous achetions toujours des fleurs le mardi. Son appartement était chaud d'une manière dont notre maison n'avait jamais été. Il y avait des couvertures au crochet drapées sur le canapé et un calendrier de colibri dans la cuisine avec des rendez-vous écrits en écriture bleu soignée, dentiste 14h, club de lecture 18h30, appel d'anniversaire de Tante Lou. Ma chambre avait été autrefois sa salle de couture. Il y avait encore un bocal de boutons sur la commode, et le lit était un lit pliant avec un matelas qui gonflait comme une guimauve. J'ai passé ma paume sur la couette, elle n'était pas neuve, elle était propre. Pendant que le chili mijotait, elle m'a mis à rincer les haricots à l'évier. Dehors, le soleil tardif cousait les bords de la statue du palais de justice avec du fil d'or. Des gens ont défilé sur le trottoir, emmitouflés contre le froid. Quelque part en dessous de nous, quelqu'un a ri, et un chien est parti à la poursuite du son comme s'il pouvait le chasser et le ramener. « Tu peux rester aussi longtemps que tu as besoin », a dit grand-maman, cuillère en bois à la main. Il n'y a pas d'heure pour ta guérison. Personne n'avait jamais utilisé le mot guérison à mon sujet. Cela a fait à la fois mal et desserré quelque chose à l'intérieur de ma poitrine. Merci, ai-je dit.
Je voulais en dire plus, offrir des raisons pour lesquelles je serais sage et tranquille et petite, mais elle ne me demandait pas ma défense. Elle m'offrait un foyer. Après le dîner, elle a insisté pour que nous regardions Jeopardy et que nous crions les réponses à la télévision. Elle connaissait les capitales d'État et les paroles des hymnes par cœur, et elle a souri quand j'ai trouvé la photosynthèse avant les candidats. Tu vois, dit-elle en me donnant un coup de coude, assez de matière grise pour deux. Cette nuit-là, j'ai dormi si profondément que je me suis réveillé avec le goût du sommeil lui-même sur la langue, métallique et sucré, comme l'intérieur d'une boîte aux lettres après la pluie. Je suis resté là quelques secondes et j'ai regardé la bande de lumière sous la porte, une porte, pensais-je, et j'ai fermé les yeux et je les ai rouverts juste pour être sûr qu'elle était toujours là. Le lendemain matin, grand-maman a fait de la bouillie d'avoine sur le poêle avec une pincée de sel et des bananes tranchées. Après le petit déjeuner, nous visiterons l'école, dit-elle. Pas de pression, juste voir nos options. Maman et papa ne vont pas commencer je et m'arrêter. La phrase ne savait pas où aller. Ils iront bien, dit-elle, et s'ils ne vont pas bien, ils peuvent m'appeler. Tu ne retourneras pas dans cet endroit à moins de te sentir en sécurité, comprise. J'ai hoché la tête. La bouillie d'avoine sentait la cannelle. La cuillère était un peu tordue par des années de remuage. J'ai pensé aux cuillères à la maison, parfaitement emboîtées, toutes estampillées de la même année, provenant du même magasin de référence. Il y avait plus de confort dans cette petite cuillère tordue que dans toutes celles-là. La conseillère d'orientation de River Street y portait un cardigan de la couleur de l'écorce d'une pastèque et avait une plante de bureau qu'elle tournait constamment pour qu'elle ne penche pas trop vers la fenêtre. Elle s'appelait Miss York. Elle posa des questions douces et pratiques sur mes crédits et mes cours à option, sur ma préférence pour l'anglais ou les sciences, et sur mon livre préféré. Quand je n'ai pas pu répondre à la dernière question, ma gorge se remplissant de la panique soudaine et stupide que peut-être je n'avais plus de favori, elle a souri et a dit, cela signifie juste que nous allons explorer. Au moment où nous sommes partis, j'avais un emploi du temps imprimé sur du papier vert et un badge d'identification d'élève sur un cordon avec le logo River Oak de l'école. Miss York m'avait donné 3 laissez-passer pour les toilettes, un plan qui faisait ressembler l'école à un vaisseau spatial amical, et les noms de 2 filles qu'elle pensait pouvoir être gentilles. Cherche une grande avec une queue de cheval haute, dit-elle. C'est Jamila, elle est adorable. Et Laurel s'assoit près du devant en anglais et dessine des constellations dans les marges de ses notes. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me trouver. J'ai tenu le plan sur mes genoux dans la buique et j'ai tracé mon doigt de l'entrée principale à la bibliothèque. La ligne que j'ai tracée était tordue. Ce n'était pas grave. Tordu vous y emmène quand même. Le premier jour à River Street, je portais un jean et mon sweatshirt le plus doux avec le logo de l'Ohio State, parce que l'Ohio aime savoir que vous appartenez. Je suis arrivé tôt et je me suis tenu dans le couloir, faisant semblant d'étudier la vitrine des trophées pour ne pas avoir l'air d'une personne qui ne sait pas où se tenir. Le verre contenait des équipes d'années où je n'étais pas encore né, des mulets et des chaussettes à froufrou, des filles avec des franges laquées en architecture. Je pouvais voir mon visage doublé sur le verre. Je n'étais pas sûr de quelle réflexion croire. Nouvelle, dit une voix. Je me suis retourné, et une fille avec une queue de cheval qui aurait pu être qualifiée d'arme m'a souri. Je suis Jamila, dit-elle. Miss York m'a dit de te surveiller. Tu es là. Elle a dit les derniers mots comme un petit hurrah. Je suis là, dis-je, surprise de voir à quel point ces 2 mots me stabilisaient. Viens, dit Jamila. L'anglais, c'est par ici. En anglais, Miss Patel avait disposé les pupitres en forme de U, nous devions donc nous regarder lorsque nous parlions. Il y avait des affiches sur les murs, une avec une pile de livres en forme de paysage urbain, une avec une citation d'Audre Lorde, « Quand j'ose être puissante ». « Quel est ton nom » demanda Miss Patel. Elle le dit comme si elle me demandait quelle chanson j'avais en tête. Je le lui ai dit, et elle a dit, « Bienvenue ». Nous terminons tout qu'il a Mockingbird, mais pas de panique, tu ajouteras ta voix, Laurel. Elle fit un signe de tête à une fille près du devant avec des boucles et un crayon coincé au-dessus de son oreille. Peux-tu partager tes notes ? Laurel fit glisser un cahier à spirale vers moi, les marges pleines de galaxies. Plus tard, pendant la lecture silencieuse, elle murmura, « Je dessine des étoiles quand je ne sais pas comment dire ce que je pense. » Elle sourit à sa page. Parfois, les constellations peuvent mieux le dire. Au déjeuner, Jamila m'a fait signe de venir à une table près des fenêtres, où la lumière tombait bas et donnait à chacun un aspect un peu sacré. Elle m'a présenté un garçon qui pouvait résoudre un Rubik's Cube en moins d'1 minute et une fille qui portait de la sauce piquante dans son sac à dos.
Nous avons échangé des sacs de chips et des histoires. Quand la cloche a sonné, Djamila a dit « On se retrouve près des portes après la dernière période. On rentre ensemble. » Je n'arrêtais pas d'attendre que la rumeur m'attrape comme une bardane. Ce n'est pas arrivé, du moins pas ce jour-là ni le lendemain. Il y a eu des regards, les nouveaux visages les attirent toujours, mais ils étaient curieux, pas blessants. À la bibliothécaire tamponnait les dates d'échéance avec un enthousiasme qui faisait paraître l'encre plus foncée. « Aimes-tu la poésie ?» demanda-t-elle et me tendit un mince livre de Marie Oliver sans attendre de réponse. « Emporte ça à la maison. » Le soir, de retour à l'appartement, grand-maman et moi avons trouvé un rythme. Elle passait de vieux disques pendant qu'elle cuisinait, Patsy Cline, Billie Holiday, un quatuor de gospel dont les harmonies s'entremêlaient comme de la pâte à pain. Je faisais mes devoirs à la petite table de la cuisine avec le calendrier des colibris, le pot de boutons et la Good Light. Quand il neigeait, nous nous tenions à la fenêtre avec nos tasses et regardions le verre du palais de justice passer du brun au blanc. Le monde s'étouffait. Pour une fois, j'ai accueilli le silence. Le samedi, nous faisions la lessive ensemble au sous-sol de l'immeuble, les machines ronronnant comme des moteurs amicaux. Elle me racontait des histoires sur l'éducation de ma mère, comment elles avaient utilisé des couches en tissu parce que l'argent était rare, comment ma mère s'était enfuie vers l'arbre dans la cour avant et avait annoncé qu'elle ne redescendrait jamais, comment elle avait toujours été si prudente avec ses cheveux. Je ne sais pas où est passé ce soin, dit grand-maman en triant les chaussettes. Certaines personnes l'égarent le dimanche. S'il ne faisait pas trop froid dehors, nous allions au petit parc derrière la bibliothèque et comptions les chiens. Elle en connaissait beaucoup par leur nom. C'est Benny, il m'en dit. Celui-là, c'est Margot, elle fait semblant de ne pas te voir à moins que tu aies des friandises. Nous ne restions jamais longtemps. Le froid se faufilait à travers nos manteaux et mordait nos poignets, là où les moufles se terminaient et où les manches commençaient. Mais la marche importait. Tu peux chasser le chagrin de ton corps de cette façon, une foulée à la fois. Parfois, le passé s'infiltrait quand même. J'étudiais, et un parfum envahissait la pièce, l'après-rasage de papa, le shampoing de Nathan, et mon pouls battait comme quelqu'un qui frappe de l'intérieur de ma gorge. J'ai appris à respirer à travers ça, à regarder la porte et à me rappeler qu'elle ne s'ouvrirait que quand je le voudrais. Si la panique culminait encore, je me glissais dans le salon et trouvais grand-maman en train de tricoter avec la télévision allumée à faible volume. « Mauvaise vague ?» demandait-elle, les doigts toujours en mouvement. « Mauvaise vague » disais-je. Elle tapotait le coussin à côté d'elle. « Écris-la, ma belle. » J'ai obtenu un emploi à temps partiel pour ranger des livres à la bibliothèque après que Miss York ait mentionné qu'ils embauchaient. Le salaire était le salaire minimum et 2 heures de silence bienheureux. J'ai appris les codes de Way par cœur, comme on apprend la hauteur d'un trottoir dans sa propre rue. La deuxième semaine, un petit garçon avec un chapeau en forme de requin m'a demandé si je pouvais l'aider à trouver le dinosaure qui mange une voiture. Je l'ai conduit à T. Rex versus Carwash, et il m'a regardé comme si j'avais conjuré un miracle. De rien, dis-je et senti le miracle atterrir quelque part en moi et rester. L'appartement avait des murs minces. Le vendredi soir, les propriétaires de la quincaillerie traînaient les présentoirs et cognaient à la porte de derrière, et le samedi matin, un cliquetis de tuyaux et quelqu'un qui sifflait faux nous réveillait tôt. Cela ne me dérangeait pas, les bruits étaient honnêtes. Ce n'étaient pas des murmures. River Street avait un bal d'hiver. Djamila m'a dit que je pouvais y aller avec un groupe si je le voulais. Pas de pression, dit-elle, de la même manière que grand-maman l'avait dit à propos de l'école. Nous mangeons trop de graissins et prenons de mauvaises photos dans le salon de quelqu'un et partons tôt parce que le DJ est toujours nul. Je n'ai pas de robe, dis-je. Tu as un corps, dit-elle. Nous allons contourner ça. Grand-maman m'a emmené à la vente de charité de l'église samedi matin comme s'il s'agissait d'une chasse au trésor. La salle de réunion sentait les vieux tupperware et le nettoyant au citron. Les tables s'affaissaient sous le poids des choses autrefois aimées des autres, des cadres photos avec des inconnus souriants, des tasses à thé dont les soucoupes s'étaient échappées, des villages de Noël en céramique manquant leurs minuscules lampadaires. Nous avons trouvé une robe dans une teinte de verre que je n'avais jamais portée, la couleur des aiguilles de pain et des vieilles bouteilles de vin. Elle allait mieux que tout ce qui était neuf aurait pu le faire. C'est 5 $, dit la bénévole et glissa une paire de boucles d'oreilles en strass dans le sac, juste comme ça. Quand je suis sorti de la salle de bain de l'appartement, la robe enfilée, les cheveux bouclés avec les anciens bigoudis de grand-maman, elle porta sa main à sa bouche. Je savais que tu étais belle, dit-elle, mais maintenant c'est officiel. Je ne m'attendais pas à beaucoup danser. Djamila,
Laurel et moi avons formé un triangle, nous nous sommes balancés et avons ri des centres de table lumineux comme s'il s'agissait d'animaux rares exposés. Un garçon de ma classe d'histoire m'a demandé si je voulais du punch et est revenu avec 2 gobelets et une blague dont je ne me souviens pas parce que j'étais trop occupé à mémoriser la normalité de tout ça, la façon dont le gymnase sentait le gymnase et l'eau de Cologne bon marché, le grincement d'une chaussure sur le sol, les paillettes du mascara de Laurel qui captaient la lumière quand elle inclinait la tête. Dans les toilettes, une fille que j'avais vue en cours d'espagnol se tenait devant le miroir, se repassant du rouge à lèvres. « J'aime tes boucles d'oreilles, dit-elle, et j'ai failli lui raconter l'histoire de la vente de charité, la bénévole aux mains douces, la façon dont la gentillesse apparaît sournoisement dans les sacs. Au lieu de ça, j'ai dit merci et j'ai laissé le compliment atterrir sans le dévier en blague. On aurait dit qu'on était immobile dans un courant d'air chaud. Tous les jours n'étaient pas une victoire. Certains matins, je me réveillais avec un brouillard de rêve dans lequel le bureau du principal se reproduisait comme une maison de fous, chaque porte s'ouvrant sur la même pièce, où j'étais toujours déjà coupable. Ces jours-là, j'avançais plus lentement. Je me suis dit que plus lentement n'était pas la même chose qu'arrêter. J'ai appris à rapporter avec moi des petites choses des bonjours et à les ranger dans mes poches comme des talismans, le poids du tampon de la bibliothèque dans ma main, le goût du chili de grand-maman chargé de cumin, la queue de cheval de Jamila clignotant comme un métronome dans le couloir, les galaxies de Laurel dans les marges qui s'éloignent de la page. Une semaine après le bal d'hiver, je rangeais les retours quand mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. La bulle était là, pâle et en attente. J'ai pincé l'arête de mon nez. Il y a des choses qui ressemblent à des choix et des choses qui n'en sont pas. Je l'ai ouvert. Maman, ta grand-mère dit que tu vas bien. Nous voulons parler. J'ai fixé le rectangle de mots jusqu'à ce que les lettres commencent à flotter. La bibliothécaire s'est raclé la gorge depuis le bureau, et j'ai réalisé que je me tenais avec un livre suspendu entre les A et les B depuis trop longtemps. Je l'ai glissé sur l'étagère et je suis sorti vers les escaliers, où la lumière de la cage d'escalier bourdonnait et la brique tenait une ligne stable et silencieuse. J'ai tapé et effacé, tapé et effacé. Finalement, j'ai écrit « Je suis en sécurité avec grand-maman. Je vous ferai savoir quand je serai prête. » Je n'ai pas appuyé sur envoyer. J'ai remis le téléphone dans ma poche et j'ai marché jusqu'à l'étagère du bas, je me suis agenouillé et j'ai glissé un livre à sa place. Les étagères du bas sont les plus humbles et les plus satisfaisantes. C'est là que les gens regardent rarement, ce qui les rend parfaites. Quand mon service s'est terminé, grand-maman attendait dans la buick, les mains à 10 et 2, même sur le parking. Il y avait un sac en papier sur la banquette arrière avec une miche de pain qui dépassait. « Soupe poulet et nouilles ce soir, dit-elle. » J'avais envie de soupe. Je lui ai parlé du SMS, de la façon dont mon pouce planait au-dessus d'envoyer comme un hélicoptère qui ne savait pas où atterrir. Elle a écouté, et quand j'ai fini, elle a hoché la tête, lentement et sûrement. « Contrôle, dit-elle, retournant le mot comme une pièce de monnaie. C'est toi qui en as un peu. » J'ai envoyé le message après le dîner, quand les bols de soupe étaient empilés dans l'évier et que l'appartement sentait le thym. Mon téléphone a émis un bip presque immédiatement. « Maman, nous t'aimons. » Je n'avais pas de réponse à ça. L'amour est un mot qui est souvent emprunté et rendu endommagé. J'ai posé le téléphone face vers le bas et j'ai rapproché mes devoirs de moi. Sur le coin de mon cahier d'anglais, j'ai dessiné une petite constellation là où il n'y en avait pas, un amas de points que j'ai reliés juste parce que je pouvais. En mars, la glace a fondu des trottoirs, et Main Street s'est transformée en flaque d'eau miroitante. Grand-maman et moi avons commencé à laisser la fenêtre entr'ouverte pendant la journée pour laisser l'appartement exhaler. J'ai appris où les pigeons du centre-ville passaient la nuit et quels commerçants mettaient des bols d'eau pour les chiens. Le monde avait un peu plus de sens parce que les règles étaient petites et connaissables. Une fois, à l'épicerie, j'ai tourné un coin et j'ai failli entrer en collision avec Miss Delgado de mon ancienne école. Elle a tendu la main vers mon coude dans ce réflexe que tout le monde a quand il y a presque un accident. Pendant une seconde, nous nous sommes juste regardés par-dessus une pile de tomates en conserve. « Salut, dit-elle finalement. » Elle avait l'air fatiguée comme les professeurs ont l'air en mars. « Comment vas-tu, gamine ?»« Bien, dis-je et le pensais. »« J'ai entendu dire que les choses étaient difficiles, dit-elle. »« Je suis désolé. » J'aurais pu tout lui dire. J'aurais pu étaler la logique du schéma des ecchymoses à ses pieds comme un rapport médico-légal. Au lieu de cela, j'ai dit, j'aime ma nouvelle professeure d'anglais. Elle a souri. Bien, dit-elle. Lis tout, même les trucs qui t'ennuient. À la caisse,
La caissière a glissé un bonbon dans le sac de grand-maman avec un clin d'œil. Pour quelque chose de sucré, juste pour toi, me dit-il, et j'ai failli rire parce que le monde nous renvoyait notre réplique. Les vacances de printemps sont arrivées, et avec elles une semaine sans devoir et des après-midi plus longs. Grand-maman m'a appris à planter des herbes dans de vieilles boîtes de café sur l'issue de secours, du basilic, de la menthe, un petit romarin têtu qui prenait son temps. Nous devions transporter des arrosoirs à travers la cuisine et faire semblant de ne pas en renverser sur le linoléum. Le premier jour où la menthe a ouvert ses nouvelles feuilles, tout le coin de la cuisine sentait le vert et le propre. Mais un brin dans ton thé, dit grand-maman. Cicatrisant. Je suis retourné à l'école avec de la terre encore en croissant sous mes ongles et le sentiment que je redevenais quelqu'un, pas la fille que j'étais avant, elle avait toujours plissé les yeux dans la lumière de quelqu'un d'autre, mais une personne qui pouvait s'enraciner et grandir dans un espace étroit et être encore belle. Bien sûr, la vie n'est pas une tresse soignée. Certaines mèches restent lâches. Le dernier jour d'avril, Jamila se tenait devant mon casier avec sa queue de cheval détachée, ce qui signifiait qu'elle était sérieuse. « Je dois te dire quelque chose, dit-elle. Je ne voulais pas être la personne qui apporte de mauvaises nouvelles, mais... » Je me suis rapproché. Le couloir sentait les copeaux de crayon et le savon pour les mains. « Qu'est-ce que c'est ? » Nathan, dit-elle doucement, et le nom atterrit dans mon estomac comme une pierre. Il a envoyé un message à quelqu'un que je connais de mon groupe de jeunes de l'église. Il s'est renseigné sur toi, sur l'endroit où tu habites, il a demandé si tu étais. Elle fit une grimace. Peu importe ce qu'il a demandé. C'est dégoûtant. L'ancienne panique monta, vite, vite et familière. J'ai plaqué ma paume à plat contre la porte froide du casier comme si c'était un mur sur lequel je pouvais m'appuyer. D'accord, dis-je. J'avais l'impression de parler à travers un tuba. Merci de me l'avoir dit. Nous pouvons parler à Miss York, dit-elle, ou à Miss Patel, ou à ma mère, ou à toutes. J'ai dégluti avec difficulté. Je vais le dire à ma grand-mère. Nous allons trouver une solution. Nous l'avons fait. Nous avons appelé grand-maman de la ligne fixe de la bibliothèque comme des espions. Elle m'a rejoint après l'école, et nous avons fait le long chemin du retour, en passant devant la boulangerie qui vendait des muffins de la veille pour 50 cents. Elle a écouté pendant que je prononçais les mots, et quand j'ai eu fini, elle a marqué une pause puis a dit « D'accord, alors. » Ceinture de sécurité, par habitude, même si nous marchions. J'ai ri, un rire tremblant qui s'est transformé en un vrai. Ce soir-là, elle a rempli un formulaire en ligne pour demander un changement de numéro pour notre ligne fixe. Elle m'a montré comment bloquer les numéros que je ne reconnaissais pas. Elle a imprimé une page d'un site web de l'État sur le harcèlement et l'a mise dans un dossier étiqueté au cas où B ensuite, parce qu'elle était ce qu'elle était, l'a rangé dans un tiroir, mais pas avant de m'avoir dit où il était. Le lendemain matin, le soleil s'est levé comme il le fait toujours, d'abord rose, puis courageux. J'ai fait des toasts et j'en ai brûlé une tranche et je l'ai mangé quand même. En anglais, Miss Patel a écrit un fragment de phrase au tableau, rentrant à la maison sous la pluie et nous a demandé de le terminer de 3 manières différentes. J'en ai écrit 3, puis une 4e. Laurel s'est penchée, a pointé la dernière et a hoché la tête comme pour dire, voilà. Après le cours, Jamila a passé son bras dans le mien et a dit, nous t'avons. Quand je suis rentré à la maison, la menthe sur l'issue de secours avait sorti 2 nouvelles feuilles. Elles étaient petites, têtues et parfaitement vertes. J'en ai pincé une, je l'ai roulée entre mes doigts et j'ai respiré. Puis je suis rentré, j'ai fermé ma porte, le clic était encore assez nouveau pour me donner l'impression de magie, et je me suis assise à la petite table avec le calendrier des colibris et le pot de boutons. J'ai ouvert un cahier vierge et j'ai écrit mon nom en haut de la première page, non pas comme une étudiante ou une suspecte, mais comme l'auteur. Je ne savais pas encore que l'histoire que je commencerais dans ce cahier me sortirait de cet appartement et me mènerait dans des avions, dans des salles de conférences et des cafés et des salons dans des villes que je ne pouvais pas épeler sans aide, qu'elle me permettrait de construire une vie soutenue non pas par la version de moi-même de quelqu'un d'autre, mais par mes propres mots. Je savais seulement que le stylo me convenait bien à la main et que, pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ressemblait moins à un couloir et plus à une pièce avec une fenêtre que je pouvais ouvrir quand je le voulais. J'ai écrit, avant la tempête, j'ai appris à dormir avec mes chaussures près du lit. Puis je l'ai rayé. J'ai écrit, j'ai appris à aimer les portes. Puis j'ai appris à aimer la personne qui les fermait doucement derrière et les gardait la clé. Grand-maman a frappé à ma porte puis l'a entr'ouverte juste assez pour y glisser une assiette avec un brownie dessus, le dessus craquelé comme un minuscule lac à sécher. Pour quelque chose de sucré,
juste pour toi, dit-elle et ferma la porte soigneusement, respectueusement, comme une bibliothécaire fermant un livre rare. J'ai mangé le brownie en 3 bouchées gourmandes et j'ai léché le sucre en poudre de mon pouce et je suis retourné à la page. Dehors, les cloches du palais de justice sonnaient l'heure, les pigeons s'agitaient sur le rebord, le chili de la veille parfumait l'appartement de réconfort. J'ai repris une bouffée de menthe, d'encre et de copeaux de crayon. Puis j'ai commencé le chapitre qui allait devenir ma prochaine vie. J'ai quitté l'appartement de grand-maman par une chaude matinée d'où avec 2 valises et un cœur qui me semblait à la fois se briser et voler. Elle m'a embrassé 2 fois à la gare routière et a glissé un billet de 20 dans ma poche comme elle l'avait toujours fait. Pour quelque chose de sucré, juste pour toi, dit-elle. Le bus a sifflé, et quand je suis monté à bord, il sentait le vinyle, le diesel et la possibilité. L'université était à 3 heures au sud, un campus de taille moyenne dans le Kentucky avec des bâtiments en briques et des chênes plus vieux que l'État. Ma chambre de dortoir avait des murs beiges et une vue sur les terrains d'entraînement. Elle avait aussi une porte qui se fermait à clé de l'intérieur. J'ai tourné la clé 3 fois cette première nuit, juste parce que je pouvais. Personne ici ne connaissait mon nom. Personne ici ne connaissait la rumeur. À la salle à manger, je pouvais m'asseoir n'importe où. En classe, personne ne regardait mes mains. La liberté était vertigineuse. Je me suis inscrite à une équipe de soccer intramuros. J'ai mangé une pizza à minuit. Je suis resté à la bibliothèque jusqu'à la fermeture, juste pour respirer le calme. L'argent était rare, alors je suis parti à la recherche de travail. Le tableau d'affichage des emplois du campus m'a conduite à une professeure qui avait besoin de quelqu'un pour corriger des articles de blog pour son laboratoire de recherche. 10$ l'article, puis un autre client, puis un autre. Pendant les vacances d'hiver, j'avais une petite liste d'habitués et un solde PayPal suffisamment important pour acheter mes propres manuels scolaires. J'ai réalisé que je n'étais pas seulement doué pour écrire, j'aimais ça. Être assise à une table de café avec mon ordinateur portable me donnait l'impression de poser des briques dans un mur qui me soutiendrait un jour. J'appelais toujours grand-mère tous les dimanches. Elle voulait entendre parler de mes cours, mais surtout, elle voulait m'entendre rire. Tu as l'air plus légère, m'a-t-elle dit une fois, comme si tu marchais enfin de ton côté de la rue. Au moment où la remise des diplômes est arrivée, 4 ans plus tard, j'avais un diplôme, un portfolio et un plan. Au lieu de postuler à des emplois de bureau, j'ai pris une chance et j'ai déclaré mes impôts en tant que pigiste. Les clients n'ont cessé d'arriver, les chèques sont devenus plus gros. J'ai économisé pour voyager, j'ai pris mon premier vol vers l'ouest, j'ai écrit depuis des cafés à Seattle, Austin, Santa Fe. Chaque nouvelle ville ressemblait à une autre brique dans le mur que j'avais commencé à construire dans la cuisine de grand-ma. Je n'étais pas guéri, pas encore, mais j'étais suffisamment libre pour commencer. Au milieu de la vingtaine, mon ordinateur portable était devenu mon bureau et mon passeport. Je louais des chambres de courte durée via des applications, je travaillais depuis des tables de bibliothèque, des cafés, même la banquette arrière de la voiture d'un ami lors d'un voyage sur la route. J'ai écrit des articles de blog pour une entreprise de jardinage depuis un motel dans l'Utah, des descriptions de produits pour une start-up technologique depuis une balançoire de Porsche en Géorgie, et un livre blanc entier pour une ONG pendant qu'il neigeait à l'extérieur d'une cabane dans le Vermont. Ce n'était pas glamour, panne de Wi-Fi, échéance à 2 heures du matin, repas composé de mélange de randonnées de station-service, mais c'était à moi. Chaque facture que j'envoyais me donnait l'impression d'éloigner d'1 kilomètre la fille qui avait été chassée de sa propre maison. J'envoyais des cartes postales à grand-ma de chaque arrêt, en dessinant toujours une minuscule porte au dos. Elle les scotchait sur son réfrigérateur jusqu'à ce qu'il ressemble à une courte pointe. 2 ans plus tard, l'un de mes clients réguliers m'a présenté à une grande marque de style de vie qui avait besoin de toute une série de blogs et de pages de produits. Le contrat était plus important que tout ce que j'avais imaginé. J'ai travaillé tard dans la nuit pendant des semaines, terrifié à l'idée de tout gâcher. Et quand il a été mis en ligne, leur directeur marketing a écrit « Vous avez donné une voix à nos produits ». J'ai posté une capture d'écran de la critique sur Instagram comme une célébration discrète. Cette capture d'écran a tout changé. D'autres marques ont tendu la main, des écrivains ont republié mon histoire, un podcast d'entreprise locale m'a invité à parler du travail indépendant. Ensuite, mon ancienne université m'a contacté et m'a demandé si je pouvais venir donner un séminaire sur la construction d'une carrière d'écrivain. Debout devant cette salle de classe, regardant les étudiants se pencher en avant avec des cahiers ouverts, j'ai ressenti un étrange déclic à l'intérieur, comme si la boucle était bouclée, et que le couloir de mon passé s'était transformé en une pièce que j'avais créée moi-même.
Au moment où je suis retourné chez grand-ma pour le week-end, elle avait scotché le prospectus du séminaire sur son calendrier de colibri. « Tu es imprimé », a-t-elle dit, en tapotant dessus avec son doigt. « On te voit. » Je n'étais pas encore riche, mais j'étais stable, respecté et, surtout, libre. Chaque contrat, chaque conférence, chaque billet d'avion était une preuve supplémentaire que je pouvais construire quelque chose qu'aucune rumeur ne pouvait détruire. La semaine qui a suivi mon séminaire à l'université a été un tourbillon de travail et de voyage. J'ai passé 2 nuits dans une chambre d'hôtel à Chicago avec une vue sur la rivière qui ressemblait à du verre vert, à écrire des textes pour une marque de soins de la peau pendant la journée et à répondre aux courriels des étudiants sur le travail indépendant la nuit. Mon nombre d'abonnés sur Instagram avait doublé après que la vidéo du séminaire ait été republiée par un grand compte d'écriture. Même mon ancien professeur d'anglais de River Street m'avait envoyé un message, « Si fier de toi ». Je suis retourné à l'appartement de grand-ma tard un jeudi. Elle avait laissé une assiette de pain de viande et un mot sur le comptoir dans son écriture soignée, « Fais chauffer ça, n'oublie pas la salade. » Fier de toi. J'ai chauffé le pain de viande, je me suis versé du thé glacé et j'ai fait défiler mon téléphone. 6 appels manqués de Mom. J'ai regardé l'écran comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. La photo du contact était un cliché flou et vieux de plusieurs années où nous étions allés cueillir des pommes quand j'étais enfant, Nathan et moi en flanelle, Mom plissant les yeux au soleil. Je n'avais pas vu son nom clignoter sur mon téléphone depuis plus d'une décennie. Mon pouce a plané sur rappeler si longtemps que l'écran s'est éteint. J'ai arpenté la cuisine. L'appartement était silencieux, sauf le bourdonnement du réfrigérateur. Mon cœur a fait une chose étrange, plus vite mais aussi creux. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais attendu son appel quand j'étais chez grand-ma à 14 ans, suspendu et déconcerté, pensant que sûrement, à tout moment, elle sonnerait et dirait « Reviens à la maison, chérie, tout cela est une erreur. » Elle ne l'avait jamais fait, et maintenant elle appelait. J'ai rappelé. Elle a décroché à la première sonnerie. « Chérie » dit-elle d'un ton enjoué, et dans ce seul mot, j'ai entendu chaque publicité de Noël jamais réalisée, chaque sourire forcé lors d'un dîner de famille, chaque fois qu'elle avait prononcé mon nom comme une corvée. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Oh oui, tout va bien. » Sa voix a baissé comme si elle était sur le point de pleurer mais ne l'a pas fait. « Nous t'avons vu à la télévision. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ? » Cette petite interview que tu as donnée sur Channel 9 à propos des carrières d'écrivains. Tu avais l'air si élégante. Elle a ri, d'une manière aiguë et nerveuse. Ton père et moi l'avons regardé ensemble. J'ai entendu une chaise gratter, un homme s'éclaircir la gorge. Nous sommes fiers de toi, dit Dad d'un ton raide, comme un professeur lisant une fiche. Tu t'en es bien sorti. Je me suis tenu près de la fenêtre, le pain de viande oublié, en regardant les réverbères faire des auréoles sur le trottoir. Merci, dis-je, ma voix plate. Ils ont posé des questions sur mon travail. J'ai répondu par de courtes rafales factuelles, clients, voyage, le séminaire. C'était comme une conversation banale à un mariage avec quelqu'un que vous ne voulez plus revoir. Puis Dad a demandé, d'un ton trop désinvolte, « Alors, combien gagnes-tu ces jours-ci » Excusez-moi. Eh bien, dit-il, en riant d'une manière qui n'était pas drôle, nous sommes une famille. Tu n'as pas à être timide. Je ne suis pas timide, ai-je dit. Ça ne vous regarde pas. Il y a eu une pause, puis la voix de Mom, plus douce, persuasive, nous sommes à la retraite maintenant, chérie. La maison a besoin de rénovation, le toit fuit. Nous avons essayé d'économiser, mais... Elle s'est interrompue, attendant. Je n'ai pas répondu. Tu as tellement réussi, a-t-elle réessayé. Votre succès nous donne de l'espoir. Nous pensions que tu pourrais peut-être nous aider un peu. Dad est intervenu, plus ferme, après tout, nous sommes une famille. Tu devrais partager une partie de ta bonne fortune. Je suis entré dans le salon, le téléphone à l'oreille, et j'ai regardé le mur de cartes postales et de petites portes. Mon reflet dans l'écran sombre de la télévision semblait calme, mais mon cœur battait la chamade. Vous ne m'avez pas parlé depuis des années, ai-je dit. Vous m'avez jeté dehors. Vous avez cru des mensonges à mon sujet, et maintenant vous appelez parce que vous avez besoin d'argent. Tu es ingrate, a rétorqué Mom, la joie ayant disparu de sa voix. Nous t'avons élevé. Non, ai-je dit doucement, grand-maman m'a élevé. Silence. Je pouvais sentir l'ancienne dynamique essayer de me ramener, le courant de fond de la culpabilité et de l'obligation,
mais quelque chose en moi s'était calcifié en une colonne vertébrale au cours de ces années de construction de ma propre vie. Si vous voulez mon aide, ai-je dit, vous devrez accepter ma condition. La suspicion de Dad a transpercé la ligne. Quelle condition? Vous devez dire la vérité, ai-je dit, publiquement, devant notre famille. Admettre que Nathan a répandu des mensonges à mon sujet. Admettre que vous l'avez cru et que vous m'avez jeté dehors. Assumez ce que vous avez fait. C'est ridicule, siffla Mom. Nous pouvons en discuter en privé. Non, ai-je dit, publiquement, comme vous m'avez humilié. La voix de Dad s'éleva. Je suis ton père. Il est de ton devoir d'aider ta famille. Je ne suis pas votre filet de sécurité, ai-je dit. Je ne suis pas votre bouc émissaire. Vous vouliez une remise à zéro. La voici. Ils ont bredouillé, ils ont essayé de cajoler, de culpabiliser, d'indigner. Je suis resté ferme. Si vous ne pouvez pas faire ça, ai-je dit finalement, ne me rappelez plus. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient. Le pain de viande sur le comptoir était devenu froid. Grandma est sortie de sa chambre, nouant la ceinture de sa robe de chambre. J'ai entendu des voix, dit-elle doucement. Tout va bien? Je l'ai regardé, et soudain, l'oppression dans ma poitrine s'est fissurée. Ils ont appelé, ai-je chuchoté. Ils veulent de l'argent. Elle a mis son bras autour de mes épaules et m'a conduite vers le canapé. Bien sûr qu'ils en veulent, a-t-elle murmuré. Ils t'ont vu briller. Je leur ai donné un ultimatum, ai-je dit. Je leur ai dit d'admettre la vérité publiquement ou de ne plus jamais rappeler. Les yeux de Grandma, toujours vifs sous leur capuchon de rides, ont rencontré les miens. Bravo, ma fille, dit-elle simplement. Nous sommes restés assises dans l'appartement silencieux, les cartes postales sur le réfrigérateur, le bourdonnement du réfrigérateur remplissant le silence. Dehors, un camion de livraison a grondé sur Main Street. Mon téléphone a vibré une fois sur la table basse et s'est tu. Je ne l'ai pas décroché. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti non seulement libre, mais ancré, comme si j'avais construit une vie avec suffisamment de poids pour résister à l'attraction du passé. Le lendemain matin après cet appel téléphonique, mon téléphone était une ruche, appels manqués, textos, messages vocaux. La voix de Mom, aiguë et fragile, dans un message, « Chérie, s'il te plaît, ne sois pas irréfléchi. » La voix de Dad dans un autre, bourru et blessé, « Nous méritons mieux de toi. » Même Nathan, dont je n'avais pas enregistré le numéro mais que j'ai reconnu instantanément, avait envoyé un petit paragraphe suffisant sur la façon dont Mom et Dad ne feront jamais ce que tu demandes, alors arrête d'être aussi égoïste. Chaque fois que l'écran s'allumait, mon estomac se serrait. J'ai mis les notifications en sourdine, j'ai retourné le téléphone face vers le bas, j'ai fait du café et j'ai essayé de travailler, mais les mots sur mon ordinateur portable sont devenus flous. Le café est devenu froid. Je me suis assise à la table de la cuisine, les mains autour de la tasse, en regardant le calendrier de Colibri, toutes les petites portes dessinées sur les cartes postales collées sur le réfrigérateur. J'ai pensé à la fille que j'étais à 14 ans, assise sur la dernière marche de cette maison pendant que Dad préparait ma valise, chuchotant s'il vous plaît à des gens qui n'écoutaient pas. Mon rythme cardiaque s'est accéléré, mais pas de peur, de colère, propre et clair comme une cloche. Il pense qu'il possède toujours ton histoire, dit Grandma quand elle a vu mon visage. Elle pétrissait de la pâte à pain, les avant-bras saupoudrés de farine. Peut-être qu'il est temps de la récupérer. Cette nuit-là, après qu'elle soit allée se coucher, je me suis assise au petit bureau dans ma chambre et j'ai ouvert un courriel vierge. La lumière bleu-blanc de l'écran rendait les ombres profondes. J'ai fait craquer mes doigts, j'ai pris une inspiration et j'ai commencé à taper. J'ai écrit à mes parents, mais aussi à chaque tante, oncle et cousin dont j'avais l'adresse, aux vieux amis de la famille qui avaient été à des fêtes d'anniversaire, aux personnes qui avaient secoué la tête et dit quel dommage quand j'ai disparu de l'album photo de famille. J'ai écrit à la première personne, au présent, comme j'avais appris à le faire dans mon écriture, pour que les lecteurs sentent un battement de cœur dans les mots. J'ai décrit la maison à la périphérie de la ville, les fêtes d'anniversaire où Nathan a eu les ballons et j'ai eu un gâteau de fête témoin, la porte arrachée de ma chambre, la rumeur qui a métastasé en une suspension, la nuit où mon père a préparé ma valise pendant que je suppliais. Comment Grandma est arrivée comme une cavalerie à elle seule et m'a ramassé. Ensuite, j'ai écrit sur ce qui s'était passé depuis, le travail à la bibliothèque, la nouvelle école, les cartes postales, la bourse, l'écriture, le voyage. J'ai aussi écrit sur ma propre guérison, parce que je voulais qu'il voie que la survie n'était pas une ligne droite.
Et à la fin, dans un nouveau paragraphe, j'ai joint la capture d'écran que Nathan m'avait envoyée après l'appel de mes parents, celle où il avouait avoir menti, ces mots exacts, j'admets avoir menti à ton sujet il y a 15 ans, mais il s'est passé beaucoup de temps depuis, alors arrête d'être aussi égoïste. J'ai regardé cette ligne longtemps, l'audace de celle-ci, la façon dont il essayait de présenter un aveu comme un inconvénient, ma douleur comme une obligation. Je l'ai collé dans le courriel sous une seule phrase, voici la vérité sans laquelle vous vivez tous depuis 15 ans. Quand j'ai eu terminé, il était presque 2 heures du matin. Mes doigts tremblaient d'avoir tapé. L'appartement était silencieux, sauf le tic-tac de l'horloge et la respiration lente et régulière de la chambre de grand-ma. J'ai relu le tout 2 fois, à haute voix dans la cuisine vide. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé, des pings et des vibrations comme une ligne de batterie. Je l'ai mis en silencieux, j'ai fait du thé et je me suis assise à la table. Grand-ma m'a rejointe, les cheveux encore en bigoudi. Tu l'as fait, dit-elle. Ce n'était pas une question. Je l'ai fait, ai-je dit. Nous n'avons pas vérifié les messages avant l'après-midi. Quand nous l'avons finalement fait, l'écran était une cascade de lignes d'objets et d'aperçus. Je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé. Nous aurions dû être là. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont écrit de longues excuses maladroites. Une tante qui avait toujours adoré Nathan mais qui avait gardé ses distances avec moi a écrit « J'ai honte de moi ». Un voisin de notre ancienne rue a envoyé une courte note « Je te crois ». Et puis l'autre type de message, de mes parents et de mon frère. Ils sont rapidement passés de la supplication à la colère et à la menace. Dad m'a accusé de traîner les affaires de famille dans la rue. Mom a dit « Tu nuis à la santé de ton père ». Nathan a envoyé une série de textos remplis d'insultes et de condescendance, aboutissant à une ligne qui a fait chuter mon estomac, « Tu vas le regretter ». J'ai montré les messages à grand-ma. Elle a mis ses lunettes, les a lus lentement, puis a pris le téléphone. « Nous allons appeler un avocat, dit-elle. L'avocat qu'elle a trouvé était un petit homme précis nommé Monsieur Galvé qui avait un bureau au-dessus d'une boulangerie. Il a écouté sans interrompre, a demandé à voir les textos et a hoché la tête. « C'est du harcèlement, a-t-il dit. Nous allons envoyer une mise en demeure. S'il continue à vous contacter, nous allons escalader. » 2 jours plus tard, une lettre recommandée est partie. Le jour suivant, silence. Pas d'appel, pas de texto. Le silence donnait l'impression d'être debout dans un champ après une tempête, l'air encore plein d'ozone, mais le ciel d'un bleu clair et improbable. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais fatiguée, tremblante, comme une coureuse franchissant une ligne d'arrivée seule. Mais il y avait aussi autre chose sous l'épuisement, un soulagement, pas le genre cassant qui se brise, mais le genre profond et apaisant qui permet à vos épaules de se relâcher. Grand-ma a versé 2 tasses de thé et a fait teinter la sienne doucement contre la mienne. « Tu as raconté ton histoire, dit-elle. Maintenant, ils doivent vivre avec. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière le palais de justice, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis déconnecté de chaque application. Je suis allé à l'échelle de secours, où nos herbes étaient alignées dans leur boîte de café. La menthe était devenue sauvage, le romarin dur et parfumé. J'ai pincé une feuille, je l'ai roulée entre mes doigts, j'ai respiré l'odeur verte. Dans la rue en contrebas, un enfant est passé à vélo avec des cartes à jouer dans les rayons, de sorte que cela faisait un son comme des applaudissements. À l'intérieur, grand-ma fredonnait en pliant le linge. J'ai fermé la fenêtre, je me suis retourné vers mon bureau et j'ai ouvert un nouveau document. Le curseur clignotait, patient. Pour une fois, je n'écrivais pas pour un client. J'écrivais pour moi. J'ai tapé, il m'a fallu 15 ans pour cesser d'être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Maintenant, j'écris la mienne. Je me suis penché en arrière, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé le silence s'installer. Il ne ressemblait plus à du vide. Il ressemblait à de l'espace. 2 ans se sont écoulés depuis la nuit où j'ai envoyé ce courriel. Les cartes postales recouvrent toujours le réfrigérateur de grand-ma, mais il y en a de nouvelles maintenant, Lisbonne, Vancouver, le Grand Canyon, des endroits où je suis allé non pas parce que je fuyais, mais parce que je voulais y aller. Mon passeport a des tampons, mon compte d'épargne a des virgules, mes journées ont un rythme que j'ai construit moi-même. J'ai quitté l'appartement de grand-ma l'hiver après la lettre de mise en demeure, non pas parce que je voulais m'éloigner d'elle, mais parce que j'étais enfin prête à me tenir sur mes propres pieds. J'ai trouvé un petit loft à Columbus avec des murs de briques et une vue sur une fresque d'une fille lisant un livre qui occupe le côté d'un bâtiment.
La première nuit où j'y ai dormi, j'ai verrouillé la porte de l'intérieur et j'ai glissé la clé sous mon oreiller, un rituel aussi familier que la prière. Grand-mère en visite la plupart des week-ends. Elle apporte des tupperwares remplis de chili, des herbes du jardin de l'échelle de secours et les derniers potins de Main Street. Nous buvons du thé à ma petite table de cuisine, la lumière du soleil tombant sur nos tasses, et elle sourit chaque fois qu'elle voit mon nom imprimé sur une signature. Tu le fais, dit-elle, en secouant la tête. Tu l'as vraiment fait. Je vais en thérapie maintenant, tous les mercredis à 3 heures de l'après-midi. Je m'assois sur un canapé gris doux et je parle de choses que j'avais l'habitude de cacher, la façon dont la panique scintille encore sous ma peau quand le téléphone sonne, la colère qui me surprend parfois, les parties de moi qui croient encore que je dois gagner ma place à la table. Ma thérapeute, une femme aux yeux doux et à l'humour sec, m'apprend à respirer à travers tout cela. Tu as survécu, dit-elle. Maintenant, tu peux vivre. Vivre ressemble à des matins passés à courir au bord de la rivière, des après-midi passés à écrire pour des clients que je choisis, des soirées passées à lire des livres pour lesquels je n'ai jamais eu le temps à l'école. Cela ressemble à dire non sans broncher. Cela ressemble à refuser des projets qui ne correspondent pas à mes valeurs et à augmenter mes tarifs sans excuse. Cela ressemble à emmener grand-mère en voyage à la Nouvelle-Orléans pour son anniversaire et à la regarder danser sur un groupe de jazz sur Franchement Street. Mes parents n'ont jamais rempli ma condition. Ils ne se sont pas excusés publiquement. Ils ont envoyé quelques courriels prudents au début, mettons le passé derrière nous. Mais quand je n'ai pas répondu, les messages ont cessé. Nathan s'est marié et a déménagé dans un autre état. Je ne suis pas leur vie. Je n'ai pas besoin de le faire. Le silence n'est plus une punition, c'est une limite. Parfois, je rêve encore de cette maison à la périphérie de la ville. Dans le rêve, la porte de mon ancienne chambre est de nouveau sur ses gonds, et je me tiens dans l'embrasure de la porte. Mais au lieu d'entrer, je me détourne et je descends le couloir, je franchis la porte d'entrée et je sors à la lumière du jour. Quand je me réveille, mon cœur est stable. Le rêve ne me hante pas, il me dit ce que j'ai fait. Sur mon bureau dans le loft, il y a une photographie encadrée, moi à mon séminaire à l'université, debout devant la salle de classe avec un marqueur à la main. Quelqu'un a capturé le moment juste au moment où je riais à la blague d'un étudiant. Ma posture est ouverte, mon visage sans défense. Chaque fois que je la regarde, je vois la preuve de la vie que j'ai construite à partir de bribes, une pièce avec une porte, une voix qui peut dire la vérité, des mains qui écrivent ma propre histoire. Le mois dernier, une maison d'édition a contacté pour transformer mon parcours en un livre. Votre histoire pourrait aider beaucoup de jeunes, a écrit la rédactrice. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, parce que c'est la vraie victoire, la capacité de choisir. Parfois, quand grand-mère en visite, nous nous asseyons encore sur l'échelle de secours, maintenant bordée d'herbe en pot. La menthe est de nouveau sauvage, le romarin est grand et ligneux. Nous sirotons du thé et regardons la ville passer. Elle me tapotera le genou et dira ceinture de sécurité, par habitude, et nous rirons toutes les deux. L'expression est devenue un raccourci entre nous, une façon de dire que tu es en sécurité, tu es attaché, tu es chez toi. Je ne suis pas guéri complètement. La guérison n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une pratique. Mais je ne suis plus la fille qui supplie qu'on la croie. Je suis la femme qui a construit une vie quand même. Un soir de printemps, alors que le soleil se couchait orange sur la fresque, j'ai ouvert un nouveau carnet. Sur la première page, j'ai écrit « J'ai appris à aimer les portes, puis j'ai appris à les franchir ». J'ai fermé le livre, j'ai respiré l'odeur de la menthe, de l'encre et de l'air printanier, et j'ai senti le calme s'installer autour de moi. Il ne ressemblait pas à du vide, il ressemblait à de l'espace, un espace que j'avais créé, un espace que je pouvais remplir. Et pour la première fois, je me suis senti complètement, inébranlablement mienne.